Versailles, première lueur du jour. Aux avant-postes de la place d'Armes, la statue équestre du roi Soleil semble défier les siècles. Ce n'est pourtant que sous le règne de Louis XV que l'immense palais des rois de France se voit doté de l'un de ses plus beaux ornements. Inauguré en 1770 à l'occasion du mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette, l'Opéra Royal semble être le point d'orgue des fastes de l'Ancien Régime. Un joyau unique au monde que presque rien ne laisse pourtant paraître aux yeux des passants, à la pointe extrême de l'aile du Nord. Si l'opéra a été construit ici, c'est d'abord parce qu'il permettait d'être à un des bouts, et à ce bout spécifiquement consacré à deux grands réservoirs d'eau. Ces réservoirs qui permettent, lors des grandes eaux, donc d'alimenter par gravitation l'ensemble du circuit d'eau, qui était tout à fait considérable à l'époque, mais qui permettent aussi, en cas d'incendie, ce qui est arrivé régulièrement dans beaucoup de théâtres en France, de pomper de l'eau facilement. À l'époque, l'incendie, c'est une chaîne avec des milliers de seaux en cuir, donc c'est une grande complexité si l'eau est loin. Là, le théâtre avait été construit vraiment à grande proximité d'une source d'eau, et avec un système qu'on appelait le grand secours, une vanne qui allait directement de ces réservoirs dans le dessous du théâtre et qui permettait éventuellement d'en noyer un début d'incendie. Dès le règne de Louis XV, l'idée est évoquée de construire à cet emplacement un théâtre. Mais la dépense sera constamment reportée. Lorsque Louis XIV arrive à Versailles, il a choisi ici une résidence et il l'a choisi sur plusieurs critères, notamment sur l'ampleur des jardins où il peut faire des grandes fêtes, des divertissements, que ce soit de la musique, du théâtre, des feux d'artifice, des banquets, des carrousels. Et puis à l'intérieur, un espace qui est très complexe, mais qui est essentiellement pensé comme un espace officiel. C'est là qu'on va placer la cour et qu'on va trouver les grands symboles du pouvoir. Dans ce principe, la cour s'installe et il n'y a pas encore de théâtre. On va en aménager dans des espaces temporaires, en repoussant toujours à plus tard, comme pour la chapelle par exemple, la construction de l'édifice définitif. Et on fait donc des édifices temporaires. Les spectacles ordinaires de la cour prennent alors place dans une cour du château ou dans l'escalier des ambassadeurs. Quant aux grands événements, ils suscitent l'aménagement coûteux des jardins ou du manège de la grande écurie. Lorsqu'arrive l'hypothèse du mariage du futur Louis XVI et de la future Marie-Antoinette, et puis de deux autres mariages princiers ensuite, l'intendant des menus plaisirs de l'époque, Papillon de la Ferté, et l'architecte Gabriel, arrivent à convaincre le roi que si on construit une salle définitive qui sera utilisée pour 3 mariages successifs, on économisera de l'argent. Et puis on aura fait l'opéra qu'on n'avait jamais fait. Alors la réalité, comme souvent avec les architectes, était à la fois vraie et fausse. Ça a enfin permis de faire l'opéra, mais ça a coûté sans doute plus cher. Par contre, ça a vraiment été réalisé en un délai extrêmement bref, de moins de 2 ans, ce qui, même encore aujourd'hui, serait totalement impensable pour un édifice de ce format et de cette qualité. Soucieux de préserver l'harmonie de la façade de mansarde, l'architecte Gabriel va être ici contraint à une étonnante astuce. Alors ici, on se trouve dans un endroit qui est très particulier, puisque c'est le foyer de l'opéra. Et c'est un endroit qui, habituellement, dans un théâtre, hier comme aujourd'hui, sert à la réunion des publics. Et puis souvent, il sert aussi d'entrée ou de déversoir par rapport à la salle. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Le théâtre n'est pas ouvert au public, il est ouvert à l'intérieur de la cour. Et le public de l'époque vient fondamentalement de l'appartement du roi. Donc il entre par cette porte, pour une partie d'entre eux, qui est la porte au niveau du premier étage du château. Mais comme les bâtiments n'ont pas tous été construits à la même époque, et notamment celui-ci un siècle plus tard que celui auquel il est adjoint, eh bien c'est une porte entre deux. En vérité, le niveau de l'étage, c'est celui du couple de statuaires qui est au-dessus. Et nous sommes, on va dire, entre deux niveaux, ce qui fait que, alors qu'habituellement on a un foyer et une entrée dans un théâtre, ce qui serait assez logique, ici on a une multiplicité d'entrées un peu à tous les niveaux, et jamais pour 800 ou 1000 personnes à la fois, puisque le public va se diviser en fonction de son endroit d'arrivée, qui souvent d'ailleurs donne son type. Les personnalités de la cour vont arriver par ici, le roi arrive encore au-dessus, et on va dire un peu plus le tout venant va arriver au parterre, directement par la galerie basse du château. Lorsqu'on arrive à cet étage, qui est l'étage, finalement celui le plus noble, on passe dans les loges royales, qui était un ensemble de 3 loges, 2 loges annexes et une loge centrale, la loge du roi.
Et cette loge centrale étant évidemment la plus décorée de tout l'opéra, avec ses lambris peints de motifs plutôt champêtres et extérieurs. Et cette spécificité qu'avait voulu Louis XV, qui était une grille. Alors ce n'est pas une grille pour l'empêcher d'aller voir le spectacle, mais plus pour qu'on voit moins sa présence et ses accompagnants, ou son absence lors du spectacle. La tradition de la cour avait changé et on pouvait tout à fait imaginer qu'on y fasse à cet opéra une représentation sans la présence royale, ou avec une présence royale relative. Alors qu'auparavant, le spectacle était vraiment fait entièrement pour le roi, il aurait été impensable pour qui que ce soit que celui-ci n'en ait pas été le centre de l'assistance et n'y ait pas été présent. Et dans cette loge où on mettait sans doute une dizaine de personnes, on pouvait accéder directement au balcon royal, qui, on va dire, fait part aux deux autres loges et permet d'être au point central, au point focal de regard de l'opéra. Disposant de peu de temps pour édifier une salle qui se doit être grandiose, Gabriel, entouré du sculpteur Pajou et du peintre Durameau, va mettre ici en place une technique de travail particulièrement innovante. Pour faire très simple, l'enveloppe de pierre et la structure sont pensées par Gabriel. Il dessine également toute la décoration intérieure, mais elle est réalisée par des spécialistes du spectacle qui savent monter et démonter dans des temps brefs. Donc ici, on réalise toute cette décoration comme si on réalisait un décor de théâtre, et ensuite on vient l'assembler de la même manière qu'on assemblerait un décor de théâtre. D'un fonctionnement coûteux, la salle de l'opéra n'est alors utilisée qu'à titre exceptionnel, soit seulement 19 fois dans les 20 années précédant la Révolution. Au XIXe siècle, les occasions sont encore plus rares, comme l'inauguration du musée de l'Histoire de France installé au château par Louis-Philippe, ou un dîner d'État en l'honneur de la reine Victoria en 1855. Suite à la défaite de 1870 et aux troubles de la Commune, le Parlement s'installe à Versailles. Le chef-d'œuvre de Gabriel va devenir la salle des séances du Sénat. La salle va être assez modifiée, notamment pour l'application Sénat, en retirant la peinture qui est au plafond et en la remplaçant par une verrière pour donner de la lumière en journée. On va mettre des lustres à gaz, puisque c'est la mode de l'époque. Et on va transformer ce qu'on appelle nous aujourd'hui la scène en un espace plutôt perchoir, avec à l'arrière une grande salle des pas perdus, qui est un fumoir. C'est un peu la salle des 4 colonnes qu'on connaît aujourd'hui dans les assemblées. Cette salle va rester dans cet état pendant de nombreuses années, même si elle ne va plus servir très vite au Sénat, qui sera installé à Paris. Mais elle va rester une salle donc hors fonction de spectacle jusqu'aux années 50 de notre XXe siècle, jusqu'aux années 1950. Et c'est là seulement qu'on va lui retrouver une disposition scénique et qu'on va restaurer à nouveau la salle à la manière où elle l'était du temps de Marie-Antoinette. Pensée dès l'origine pour être polyvalente, la salle doit alors être en mesure d'accueillir toute une palette de réjouissances, comme nous l'explique Jean-Paul Gousset. Eh bien, nous sommes ici dans la cage de scène de l'Opéra Royal de Versailles. Cage de scène qui est gigantesque. Aujourd'hui, on lui attribue son côté immense par les commodités scéniques, avec des grands décors de 10 mètres 50 de haut. Mais en fait, non. Cette cage de scène est gigantesque parce qu'elle abritait la grande salle de bal parée. Or, les grandes cérémonies qui ponctuaient la cour au XVIIIe siècle, il y avait à l'occasion du mariage du dauphin, donc le premier soir, c'était un festin royal qui était aménagé dans la salle. Et il y avait le spectacle qui était aménagé dans la salle de spectacle tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais il y avait aussi le bal paré. Et le bal paré, ça se faisait dans la scène où nous nous trouvons. Et d'ailleurs, cet escalier du XVIIIe siècle desservait à la fois le bal paré, les balcons supérieurs, et desservait également le cintre, comme aujourd'hui, pour la fonction théâtre. Et on a encore un crochet du XVIIIe siècle qui permettait de contreventer les grands châssis du bal paré dans lequel on avait du public qui pouvait prendre place. Et si les praticables du bal paré du mariage de Louis XVI ont disparu en 1836, les dessous de scène de l'opéra ont conservé intacts presque tous leurs secrets. Nous sommes ici dans le premier dessous,
qui est donc, comme son nom l'indique, le premier étage situé sous la scène. Et c'est là où se trouvent encore les chariots dans lesquels on plante des mâts et qui permettent au châssis de coulisses d'apparaître latéralement. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle une fausse rue, où là les châssis peuvent tomber verticalement. Donc pour avoir vu depuis la salle, cette partie d'effondrement pour les enfers, des moments absolument magnifiques et grandioses. Mais c'est au 5e dessous que se trouvait alors le centre névralgique de ces étonnantes machineries. Ce 5e dessous était une zone interdite au XVIIIe siècle, puisqu'il était garni d'un maximum de tambours et d'axes, à l'image de celui qui se trouve ici. Parce que lorsque les décors tombent dans les dessous, il faut que dans le même temps, les décors latéraux s'en aillent sur les côtés, mais surtout que les décors du cintre, ce qu'on appelle les frises, puissent également aller vers les cimbres. Et pour que tout ce mouvement vertical vers les cintres, latéral et dans les dessous, soit parfaitement synchronisé, eh bien, on reprenait autour d'un même tambour, c'est-à-dire celui-là, la totalité des fils qui est nécessaire aux accroches de tout ce que je viens de vous expliquer. Tout cela est resté intact jusqu'en 1953, date à laquelle le théâtre a été mis aux normes de sécurité et surtout de mise aux normes d'un établissement recevant du public où il a fallu construire un mur coupe-feu pour cloisonner la scène de la salle, ce qui a été une vraie catastrophe pour la machinerie puisqu'il a fallu casser les 2 premiers plans. Mais miraculeusement, ce tambour et ces machineries du 5e dessous existent encore. En 2009, 2 ans de travaux permettront de rendre la cage de scène à la vie et d'offrir pour la première fois au grand public le plaisir d'assister à une représentation dans l'Opéra des Rois de France. Les théâtres de cour ont quasiment disparu. Pour la plupart, ils sont très très petits. Je pense par exemple à Schwetzingen en Allemagne, à Drottningholm en Suède. On est sur des volumes très très faibles. Ici, on a la chance assez unique d'avoir un théâtre de cour très vaste et avec un plateau très très large pour son temps. Vraiment un très grand plateau. C'est un cadre très particulier qui permet de classer sans doute l'Opéra Royal parmi les raretés que nous est léguée l'histoire. Enfin, on a une chance assez rare, c'est qu'il n'a presque pas servi, donc il a été peu modifié. Donc c'est évidemment plus un endroit où on va présenter de l'opéra et du concert de musique du XVIIe, du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Grosso modo, les périodes qui mentalement pour le public sont proches de ce baroque finissant, de ce préclassicisme de l'Opéra Royal de Gabriel. Dans un deuxième moment, ici on est dans un endroit construit à la fin du XVIIIe siècle, avec beaucoup l'idée de représenter des œuvres de tout le siècle précédent, la tradition du répertoire depuis le lit du Grand Opéra français. Et puis comme tout théâtre qu'on a construit, il a beaucoup joué les œuvres après lui. C'est assez logique que les compositeurs qui sont succédés viennent trouver leur place dans les bâtiments existants. Ce soir, c'est l'Amadis de Gaulle de Jean-Chrétien Bach qui fait résonner l'esprit baroque au cœur de ce décor historique où plus que nulle part ailleurs, le public est roi.